Bienvenue sur Pluriel, la table ronde qui révèle la diversité des parcours professionnels. Fabrice et Louise, je suis ravie de vous recevoir sur mon nouveau format Pluriel. Ensemble, on va parler des métiers créatifs, de qu'est-ce que c'est qu'un métier créatif, comment est-ce qu'on l'exerce aujourd'hui, quelles sont vos réalités des métiers créatifs. Et je sais que vous n'avez pas du tout les mêmes réalités, donc on va pouvoir parler de plein de choses. Et du coup, je te propose, Louise, de tirer en première. Avez-vous toujours exercé un métier créatif ? Je repose l'oracle. Yes. À qui l'honneur ? À toi. Bah vas-y, Louise. Les dames d'abord, la galanterie. Commence mal. Le mec se crache. C'est clair. Ok, je suis déstabilisée. C'est très compliqué. Moi, oui, finalement, c'est pas très compliqué. Ça fait 3 ans que je travaille et 3 ans que je fais le même métier, illustratrice. Et j'ai toujours évolué dans la sphère créative, ma foi. Ok. Qu'est-ce que tu entends par là ? J'ai toujours su que je voulais faire un métier créatif sans vraiment savoir le définir. C'est pour ça que j'ai fait des études basiques de direction artistique, puisque c'est une voie globale et large pour travailler. Mais je me suis rendu compte que, par exemple, travailler en agence de publicité ou de façon salariée, plus largement, allait être compliqué pour moi. Et du coup, l'illustration, c'était ce que j'avais toujours voulu faire secrètement, sans vraiment oser me l'avouer. Et j'ai eu la chance de pouvoir essayer et que ça prenne, donc voilà, un peu. Et à quel moment, du coup, tu te l'es avoué et t'as tenté ? C'est simple, c'est quand à 20 ans, tu rentres du taf et tu pleures en te disant « qu'est-ce que je fous là ?» que tu te dis peut-être que t'es pas au bon endroit. Et que mes parents ont toujours été hyper soutenants dans ce que je faisais et m'ont dit quand on a 20 ans, on rentre pas en pleurant du travail. Et si ce que tu veux faire, c'est faire de l'illustration, alors que j'avais déjà fait 5 ans d'études, ils m'ont dit tant qu'à transformer l'essai de ces 5 années d'études, autant y aller pour faire quelque chose qui te plaît de façon certaine. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, on va essayer du moins, en ayant la sécurité d'être toujours chez mes parents, parce que ça, c'est un truc important à souligner pour les illustrateurs en devenir. Moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir rester chez mes parents encore 6 mois après mes études, même 1 an d'ailleurs. Et après, il y a eu le Covid, donc c'était compromis. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là, après 3 mois en agence de pub, que j'ai décidé de me lancer toute seule, quoi. Ok. Donc, t'es vite passée du salariat à l'entrepreneuriat, quand même. J'ai jamais été salariée. Quand j'étais en agence, j'étais en freelance. Ouais. Mais bon, le freelance en agence de pub, on sait tous un peu ce que c'est. C'est quoi ? Moi, je sais pas. Tu veux que je fasse du name dropping ? Non, pas forcément. Non, mais c'est qu'en réalité, c'est pas vraiment du freelance. C'est-à-dire que t'arrives dans le truc et on te dit, tu es freelance, t'as un statut de freelance, donc tu es pas protégé comme pourrait l'être un salarié. En revanche, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres clients que nous. Ah oui. Ce qui signifie un peu que t'es finalement salarié. Le salariat déguisé, finalement. Voilà. Le fameux. Mais qui se pratique beaucoup en agence, mais finalement, l'un dans l'autre, tu étais, en tout cas à l'époque où je l'ai fait, donc en 2019, mieux payé en étant freelance en agence de pub, là où j'étais, qu'en étant en CDI. Okay. Donc certes, j'avais pas la couverture sociale d'un salarié, ni les rétributions sur ton pass Navigo ou que sais-je. Et puis tu payais tes charges aussi, j'imagine. Mais... Aussi, oui, mais j'avais, 18 ans, j'avais l'ACRE, j'avais tous ces trucs d'entreprise. Vive la France, la Startup Nation. Mais ça allait, au tout départ, c'était vraiment très raisonnable et ça m'a pas gênée fondamentalement de rentrer par cette porte-là. Donc j'en suis vite sortie, mais bon... Petite fenêtre, c'était le jeu, mini-fenêtre ça m'a pas dégoûtée finalement, mais ça m'a montré que moi qui pensais tellement que j'avais besoin d'avoir un cadre et une hiérarchie, que finalement c'était pas du tout ce que je voulais, dans le fond. T'as été confirmée. Ouais. En fait, j'ai toujours pensé quand j'étais en école que se lancer en freelance à 20 piges, c'était être un kamikaze. Et alors, a posteriori a posteriori, je pense qu'il n'y a pas une réponse unilatérale. C'est pas fait pour tout le monde d'être freelance. Il faut avoir une sorte de discipline un peu en toi au départ, je pense. Sinon, tu pars dans tous les sens. Ouais. Et tu peux très vite te laisser décourager par tout ce que ça implique. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je savais pas si c'était fait pour moi. Je m'étais jamais dit oui ou non. Ouais. Et finalement, oui. Mais
on sait pas de quoi demain est fait. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de bosser avec d'autres gens. Peut-être que j'aurai envie d'avoir une équipe. Ouais. Ça, c'est très possible, je pense. Aujourd'hui, encore plus. Ah, tu réfléchis? Ouais, bah, ou carrément même. Mais je pense D'accord. que ça va arriver. Sinon, au bout d'un moment, je vais plus réussir à vivre. À tenir, finalement. Oui, à tenir. Rester en vie. En fait, non, pas vraiment. J'aime pas ce truc de cultiver, c'est un peu l'auto-entrepreneur au bord du burn-out en permanence, en mode je gère tellement de trucs. Putain, waouh. Mais après, c'est la réalité de beaucoup de gens qui travaillent solo. C'est la sur, réalité, mais parce que plein tu de le veux sujets. bien aussi, en fait. Genre, tu te dis bien, je peux tout faire moi-même, je veux que tout soit fait par moi parce que tout ce que je fais est parfait, alors que c'est faux. Et c'est difficile de déléguer, mais ça s'apprend. Ouais. Et en fait, tu sais que tu vas le faire pour faire prospérer et grandir ce que tu fais. Donc il faut juste le voir comme un adjudant et pas comme une charge en plus qui va te stresser, quoi. Mais j'ai beaucoup de mal à me dire ça, hein. Mais j'y travaille. Ok, génial. Ouais, t'es encore jeune en même temps, c'est pas pour faire le vieux con, mais Ouais, c'est bien vraiment sûr. des trucs que t'apprends plus tard dans ta vie professionnelle, en vrai, même quand t'es salarié, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, mais c'est là de se dire, tu vois, ça fait 3 ans que je suis en micro-entreprise, Ok. donc j'ai plus le droit de l'être maintenant. Il va c'est falloir 3 ans passer à l'étape suivante. Bah, c'est en train. Ah, Les statuts sont en Présente-moi. état de rédaction. Je suis en Par train de au les signer, comptable. là. Peut-être que vous me voyez. ça arrive le juridique. Bah, en fait, oui, et c'est pas au bout de 3 ans, en fait, c'est quand tu dépasses Ah oui, quand tu certains dépasses, plafonds ouais. de vente La de meuf est machin. riche. Lilu, Ça paye. Ça paye. Bah, quand tu taffes, le travail, souvent, ça paye. Là, il s'avère que ça paye et c'est chouette. Trop bien. Euh, Franchement, Ah c'est oui, cool. oui, moi je suis à l'aise sur ça, mais c'est vrai que c'est stressant aussi, tu sais, quand t'arrives au moment où tu dois changer de statut et que c'est jamais hyper évident en France, hein, je trouve. C'est Tu pas passes en quoi, alors? en EURL. Yeah. Je suis en train de vivre la même chose. C'est Et le tu t'es moment accompagné année. par un comptable et Ouais, tout qui le fait pour Tout toi. à fait, oui. Ouais. Bah parce que moi au début, Tu l'as fait exemple, seule j'étais en mode alors comment waouh. signer les statuts Non, mais moi-même. Mais Vraiment. non, t'allais rédiger tes statuts toi-même? Ouais, Ça, là mon mec il ça, m'a dit c'est qu'est-ce que incroyable. tu fous en fait là. mais Genre, Tu n'es pas Surtout juriste, aujourd'hui. tu es illustratrice créatif. Mais oui, mais tu vois, mais parce qu'il y a le passage aussi de se dire que tu es certes créatif et illustrateur, mais tu passes aussi au moment chef d'entreprise, en Oui, fait. c'est Même très si, vrai. bon, moi, j'aime pas tous ces termes de chef d'entreprise. Enfin, je suis pas chef d'entreprise, c'est ma boîte, quoi. Mais Quoi. t'es chef de ton entreprise. Bah oui, ouais. mais c'est très pompeux comme terme, je trouve. Oh, bah, dis donc. Bah ouais, Ok. j'aime pas mais parce que j'aime pas trop Petit syndrome de la l'imposteur culture. par ici. Non, Ah non, non, c'est pas non, du non, c'est tout. plutôt l'aspect capitaliste. Ah, qu'il y a d'accord. derrière. Ah, ok, je l'avais salaud pas. de Je pensais que tu voulais pas dire que t'avais une entreprise. Ah non, C'est du ça. tout, non, Ok. moi j'ai pas du tout de syndrome de l'imposteur sur Hmm. ça, mais Non, c'est pas. Parce qu'en fait, t'as pas envie qu'on te mette dans le même sac que Bernard Arnault. Ah, Par j'aimerais exemple. bien, I wish, avoir un jet privé, être sur le tracking de mon jet privé. Non, mais en fait, c'est pas tant ça, c'est que, par exemple, sur LinkedIn, t'as tous ces gens Ah qui t'écrivent ouais. des statuts. Aujourd'hui, D'accord. je suis chef d'entreprise, meaning, j'ai des responsabilités, nanana. On en a tous des responsabilités, en fait. Il n'y a pas à être chef d'entreprise pour avoir des responsabilités. Un salarié en a, une maman en a, enfin, tout le monde en a. Ok. Et j'aime pas ce truc, ce storytelling Ouais, autour autour de de l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. Ouais, je comprends. Et en fait, parfois, je trouve que c'est ça, limite, qui peut décourager les gens aussi. Tu sais, avoir ce mindset, il faut avoir Ouais, y en a une beaucoup. vision à long terme, des Sur 3 ans. dividendes, je sais pas quoi, un champ lexical de l'enfer. Moi, je me dis juste, je change mes statuts juridiques pour être OK avec la loi. Ouais. Mon entreprise, c'est la ville et les nuages et c'est une marque déposée. Et basta, tu vois. Très et bien. derrière, je suis dans la légalité et je suis pas dans le stress de Et tu peux l'URSSAF et tout. exercer du coup ton Voilà. métier. Mais dans tu la vois, je vais légalité, pas ouais. écrire dans ma bio Insta chef d'entreprise. Chef de la Chef. ville et les nuages. Chef de la ville et les nuages, ça serait hyper chou. Trop bien. Ok, Mais donc il y a eu voilà. quand même une grosse évolution. Alors avec lui, Ouais. je t'ai reçu sur le podcast il y a 3 ans. Ouais. Waouh. Bah, c'était au tout début. Hein. Ouais, c'était ma Vraiment. deuxième invitée. Oui. On s'est vu en novembre 2019. Ça fait un bail. Mais du coup, c'est fou de se revoir 3 ans après et de voir tout le chemin parcouru sur, Ah oui, il s'est passé des sur trucs. ce truc-là. Trop bien. Et toi, du coup, Fabrice, est-ce que tu as toujours eu un métier créatif? Ouais, c'est un peu une question compliquée pour moi. Pour moi, en fait, c'est vraiment une question qui est compliquée Ok. à gérer. Donc, attends, c'est marrant parce que tu as dit, moi, ça fait 3 ans que je travaille. Et donc, je me suis dit, OK, ça fait combien de temps que je travaille? Donc là, cette année, 2023, ça fera 25 ans que je travaille. Ok. What the fuck? Congrats. Oui. Again. Et en fait, j'ai toujours fait, je crois, un métier créatif. Ou en tout cas, il y avait de la créativité derrière. Mais en fait, j'ai pas la sensation, et j'ai jamais eu la sensation
d'être créatif. C'est-à-dire que globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma créativité au service d'un projet. Donc d'abord en tant que salarié pendant 7 ans, puis après au service de Mademoiselle que j'ai créé. Et en fait, toute ma créativité, globalement, elle est chez Mademoiselle et elle est dans Mademoiselle. Mais j'ai jamais eu la sensation d'avoir fait comme tu as fait, j'imagine, c'est-à-dire de mettre ma créativité au service d'un art. Oui, je comprends. Au service tu vois, d'un truc que tu fais avec tes mains, avec tes doigts, Pour toi, dans les métiers créatifs, il y a un côté artisanal un peu ? Ouais, ou tu vois, même chez les musiciens. Enfin, pour moi, c'est pareil chez les musiciens. C'est-à-dire que c'est un truc que tu travailles et que tu travailles dans le temps et que tu fais progresser au fur et à mesure, que tu fais souvent depuis le plus jeune âge, que tu as... Enfin, tu sais, c'est... Les métiers de passion. Pénélope Bagieux qui disait, moi, la différence, c'est que j'ai continué à dessiner alors que les autres, ils arrêtent, quoi, souvent. Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup foutu ça sous les noir et que je m'en étais jamais vraiment... j'avais jamais vraiment ressorti. Et que, globalement, là, aujourd'hui, je mets plutôt ma créativité au service de projets et on va dire, et de contenu que je finis par sortir au monde. Mais pas... C'est très étonnant parce que quand j'ai quitté Mademoiselle il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai mis à peu près 1 an à réfléchir à ce que je voulais faire après. Et donc, je continue à faire mes podcasts à côté. Et en fait, un jour, j'ai eu cette illumination, cette épiphanie. Je me suis dit, je veux devenir créateur de contenu. Et donc, j'ai envoyé des messages aux gens et tout, à mes amis, machin. Ils m'ont tous dit, oui, tu l'es déjà depuis... ce que tu fais depuis des années. Genre, toujours depuis Mademoiselle, en fait. C'est dingue. Mais pour moi, j'ai écrit 3000 articles sur Mademoiselle, j'ai réalisé des milliers de vidéos. Et pour toi, tu voyais pas ça comme de la créativité ? Non, c'était un truc que je faisais à côté de mon métier de chef d'entreprise, pour le coup. Mais ça aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter et à me rentrer aussi quelque part dans la peau de chef d'entreprise parce que je trouvais que c'était moche et que c'était pas beau et que j'avais pas envie de me coller cette étiquette-là. Mais souvent, on en reparlera, mais globalement, pour moi, tu vois, quand tu dis la vision, etc., c'est un vrai... Tu vois, là, par exemple, je suis en train de réfléchir à ça, c'est-à-dire, OK, c'est quoi le truc que je fais à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, qui est un truc que je faisais pour Mademoiselle tous les ans, vraiment, mais au service du projet Mademoiselle. Et là, maintenant, c'est plus compliqué parce que je me dis, OK, c'est toi. C'est ma pomme, quoi, tu vois. Donc c'est un peu plus compliqué, mais je crois que tous les créatifs devraient faire ça. C'est-à-dire qu'ils devraient vraiment réfléchir à, OK, c'est quoi ma vision et où je veux aller ? Parce que, en fait, si tu sais pas où tu vas nulle part. Ah oui, bien sûr. Et en fait, ça t'empêche pas. Je crois que l'un des trucs sur lesquels j'ai buté quand j'étais plus jeune et que j'ai débuté Mademoiselle, tu vois, c'est que je me disais, ah mon Dieu, mais si je fais ce truc-là, ça veut dire que c'est écrit et que je peux plus bouger, quoi. Je peux plus rien faire. Non, mais en vrai, c'est juste une trace. Voilà, que tu te mets, mais en fait, tu peux la changer, tu peux faire plein d'autres choses. Mais c'est hyper important. Il y a Jack Conte, je crois, qui avait fait une super vidéo là-dessus. Donc, le patron de Patreon, pour le coup. Qui est lui-même, qui n'est pas que patron de Patreon. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce mec. Mais non, pas du tout. Raconte-moi. Oh my God, vous allez adorer. Qui est-il ? Jack Conte, c'est Jack... Comme le fromage. Conte, mais avec un N. Comme le fromage, mais avec un N. Ah oui, un conte. Comme un conte. Mais pas un conte... Mais pas un conte à un duc, tu vois. Un conte. C'est vraiment le Est-ce que c'est Jack ou c'est Jack ? Non, c'est Jack. Il est American Jack. Wow. Et il a un groupe qui s'appelle Pamplemousse. Voilà. Et avec sa meuf qui est québécois, je crois. Un groupe de musique ? Groupe musique, ouais. Donc à la base, le mec est musicien. Et en fait, il a monté Patreon parce que ils galéraient eux-mêmes ils n'avaient pas de plateforme pour financer. En fait. Voilà. Et donc, il fait plein de contenu sur son métier de créateur et de créatif, mais aussi, c'est alimenté aussi par son job de boss de Patreon. Quoi. En fait, il documente, finalement. Il documente énormément. Et toi, tu documentes pas mal ce que tu fais aussi sur ta chaîne YouTube. Sans doute. J'aimerais bien beaucoup plus. Mais un peu, mais pas beaucoup. Et l'un des trucs que j'ai regretté après Mademoiselle, c'est de ne pas avoir tenu un blog quotidien sur... les trucs sur lesquels je galérais, parce que souvent tu réécris l'histoire et tu te rends pas compte des portes que tu as pris dans la gueule, des obstacles que tu as dépassés. T'as rien écrit de tout ça ? Non. Ah ouais, moi j'ai toujours écrit ce que j'étais en train de faire, qui j'allais contacter, pourquoi, quand.
Mais pas pas en mode mood board ou vision board, tu vois, mais plus en me disant là on est le tel jour, telle année, j'ai ça, j'ai tant d'abonnés, tant de gens sur qui me suivent. Ah, c'est cool. Et du coup, parfois, en fait, plus t'avances, parfois t'as des moments de doute aussi. Tu prends en confiance, ça c'est certain, mais t'as toujours des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de foutre en fait qui sont tous ces gens qui suivent mon travail et qui sont gentils avec moi, enfin genre what. Et en fait, tu relis après ce que tu avais écrit les années d'avant et tu te dis en fait ces peurs elles ont toujours été là et elles se sont annulées au fur et à mesure, mais il y en aura toujours et c'est assez rassurant je trouve, encore plus quand tu commences des choses jeunes sur des projets comme ça de construction sans nom finalement, enfin créateur de contenu, tu vois, c'est un terme je trouve qu'on met beaucoup de choses dans ce mot-là et c'est pour ça qu'il est dur aussi à appliquer sur ce que tu fais, tu vois. Enfin, il y a même des gens qui appellent on parlait de télé-réalité tout à l'heure, qui appellent des gens des influenceurs de télé-réalité des créateurs de contenu, tu vois. Et pour moi, c'est pas vraiment des créateurs de contenu. Alors que pour moi, oui, créer du contenu, c'est produire quelque chose qui a du sens et qui a de la valeur culturelle pour moi. Enfin, c'est vraiment ça. Mais en fait, tu vois, ce qui est intéressant dans ton parcours aussi, c'est qu'au final, c'est quand même parsemé tous les mots qui décrivent ce que tu as fait, une création d'entreprise, tu vois, de la création de contenu. Quand on s'est eu au téléphone pour préparer la table ronde, je te parlais des street style. Les gens qui connaissent les street style, c'est ouf. Les vrais. Trop bien. Tu vois, ça, c'est des idées quand même qui viennent de toi. Ouais. Et au final, je trouvais ça dingue que t'aies jamais vu ça sous ce prisme-là. Bah ouais, c'est hyper créatif. Enfin, même Mademoiselle, c'était un média archi créatif pour les jeunes. Enfin, même sur YouTube et sur Internet, il n'y avait pas tant de trucs hyper... de notre temps, tu vois, si on peut employer ce terme. Non, mais je me rends bien compte, mais c'est juste que pour moi, c'était créatif, mais si tu veux, c'est pas la même créativité que dessiner. Mais je vois absolument ce que tu veux dire. Quoi. Oui, bien sûr. Mais oui. Mais je comprends. Enfin, c'est vrai que moi aussi, créer, c'est produire quelque chose visuellement ou picturalement parlant, ou même musicalement. Enfin, il faut que ça vienne de quelque chose dans la sphère artistique, quoi. Ok. C'est hyper intéressant parce que du coup, moi, dans mon activité, j'ai quand même 2 branches. Je fais de l'accompagnement pour les personnes qui veulent changer de voix et de la création de contenu avec les podcasts. Et je me sens créative ni sur l'une ni sur l'autre des activités. Par contre, je me sens profondément quelqu'un de créative. J'ai plein d'idées, je fais des trucs, mais je me définirais pas, pour répondre à cette question, je dirais pas que j'ai toujours exercé un métier créatif. Je dirais même que je le fais pas aujourd'hui. Mais par contre, ma créativité nourrit ce que je fais. Tu vois, je sais pas. Parce que ça fait ton essence aussi. Enfin, il y a des gens qui font des métiers pas du tout créatifs, mais vraiment qui ne sont même pas dans ces sphères-là. Enfin, tu vois, des gens qui sont comptables ou des métiers que les gens jugent pénibles, mais qui finalement sont fort utiles et qui sont des gens hyper créatifs. Mais tu peux aussi mettre de la créativité dans les trucs boring, tu vois. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que j'avais mis énormément de créativité dans les process chez Mademoiselle de création. D'une manière générale, en allant bidouiller des trucs qui n'existaient pas, et en fait tu vas chercher, et à ce moment-là, pour gagner du temps, pour faire en sorte que tout le monde soit plus efficace, etc. Donc là aussi, il y a moyen de mettre de la créativité, quoi. C'est pas que... Mais carrément. Bien sûr, Voilà. Carrément. Mais ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser aux entreprises qui proposent des solutions de data visualisation. Ouais, bien sûr. T'as des trucs hyper créatifs pour traduire des données genre méga chiantes, finalement, et c'est trop bien. Ça, c'est hyper pédagogique comme approche, j'adore. Trop bien. Ok, sympa. Je tire la prochaine carte. La couronne. Ouais. Reine. Comment est-ce que vous gérez les pannes d'inspiration créative ? Pourquoi toujours moi ? Je veux bien commencer. Vas-y. Moi, je fais rien. Vraiment. Mais donc, ça dure pas très longtemps. Mais généralement, si je sens que ça vient pas, je me fous dans le canapé, je regarde dans le vide ou alors je fais autre chose. L'autre truc que j'aime bien faire, c'est de me barrer au bord de l'océan. C'est un truc qui me ressource beaucoup. Les vagues, trop bien. ça me fait baisser et ça me ressource. Mais je crois que c'est hyper important de pas chercher à tout prix mettre de l'eau dans le moulin. Tu vois, s'il n'y a pas d'eau, faut juste laisser et puis en fait attendre qu'il pleuve. Waouh, c'est une belle métaphore météorologique. Ouais. Bienvenue sur mon Skyblog. fabflo.skyblog.com pour aller voir. Ok. Moi, c'est vraiment cette année que j'ai réalisé qu'on pouvait pas être en flux tendu de création. Mais
ça m'a valu des moments très compliqués il faut que je crée. Et c'était horrible parce que j'avais pas d'idée de contenu. J'étais moins inspirée pour contacter les gens, moins inspirée dans mes conversations. Et je faisais parce que je pensais qu'il fallait faire. En fait, cette année, j'ai compris que le cerveau, il a besoin de pas être sollicité pour avoir de nouvelles idées. Et ça m'a changé la vie. Voilà, ça va mieux. C'est la meilleure façon de le faire dérailler, je crois, le cerveau. C'est juste de faire « il faut à tout prix que je fasse ça ». C'est la meilleure façon de ne pas réussir à le faire. Ouais. Moi, je sais pas si j'en ai déjà eu des vraies pannes d'inspi. Non, mais attends. Mais parce que, attends, là, revenons à la boucle. Donne-nous tes Non, mais conseils. En vérité, j'ai jamais eu ce truc où, tu sais, tu te lèves un matin, tu te dis... qu'est-ce que je vais faire, genre qu'est-ce qui se passe, de quoi sera faite ma journée et tout, parce que j'ai toujours essayé d'avoir des limites dans mon travail aussi dès le départ. Je me suis jamais dit je vais me cramer à bosser tout le temps, à produire tout le temps, et donc beaucoup de mes potes se foutent de moi, mais moi je fais la sieste tous les jours. Trop bien. Comme un gros bébé, à 15h, le plaid, on est là, boule caisse, masque. C'est cool. Je dis à mon mec ne rentre pas dans le salon, je dors. Très important. Tu fais ça aussi? Et en fait, c'est un vrai tips. Et en salariat, tu vois, j'aurais pas pu avoir ma sieste. Chez Mad, j'avais instauré la sieste pour qui il voulait. Wow, tu vois, mais esprit créatif. Mais parce que et à l'écoute. Mais c'est parce que moi-même, j'en avais besoin. Donc, tu vois, j'imaginais vraiment pas me dire, OK, moi, je vais dormir. En fait, je dis à tout le monde, vous pouvez pas. Et typiquement... à la maternelle, vraiment, j'éteins la lumière, je dors. Non, mais en fait, celles qui le souhaitaient pouvaient le faire. Donc, et notamment, tu vois, entre midi et 2, à la pause, ça faisait des roupillons. Parfois, il y avait des meufs qui faisaient des siestes d'1h30. Ah quoi, ouais, tu vois, moi, je dors 1h30. Il y avait des canapés partout dans le truc. Alors, tu vois, pour le coup, moi, je fais une demi-heure. Ça dépend des fois si je suis vraiment beaucoup de travail, mais je fais tous les jours la sieste, je crois. En fait, à un moment, j'étais en mode non, mais trop pas, je dors vraiment quand je suis hyper fatiguée. Pas du tout. Vraiment, à tel point que ma meilleure pote, le jour, m'envoie un message en me disant, t'es vénère, t'as pas fait la sieste aujourd'hui ou quoi? C'est institutionnel chez toi, tout le monde sait dans ton entourage. Mais vraiment, mon père fait la sieste aussi, et mon père est quelqu'un qui bosse beaucoup, et qui m'a, je pense, transmis ce truc de vraiment beaucoup bosser, et structurer ce que tu fais, pas travailler dans le vide, pas être en mode je taffe, je me prends la tête à faire un truc où je sais que derrière c'est peut-être pas le bon truc. Et mon père fait la sieste aussi. Et je crois que c'est ça aussi qui m'aide à pas péter un câble. Le week-end, je travaille pas. Je me suis dit que je travaillais pas le week-end. Ça peut m'arriver tu vois, en fin de dimanche soir, me préparer ma semaine ou poster le dimanche soir. Genre, moi, je poste le dimanche et le lundi matin. Enfin, c'est un peu dans ma routine de ma ligne édito, quoi. Et, mais ça, c'est prévu et c'est, planifié. Mais le samedi, dimanche, je bosse pas. Et le soir, je bosse pas non plus. Ou très rarement quand c'est des charrettes, des trucs comme ça. Ça, on le sait tous que les entrepreneurs ou les gens qui sont à leur compte bossent beaucoup sur leur heure normalement de repos. Mais à côté de ça, moi, mon repos, il est aussi à faire ma sieste l'après-midi et ces trucs-là. Et à un moment, j'avais des heures de travail complètement inversées. Moi, je bossais la nuit quand je vivais chez mes parents. Okay. Ça n'avait aucun sens. La journée, je sortais, j'allais à des expos, j'allais au ciné, j'étais en mode roue libre, quoi. Mais parce que ça m'inspirait aussi, je pense, pour ce que je faisais. Tu sentais que t'étais plus créative la nuit? Ouais, j'avais pas envie de dormir. D'accord. Je sais pas pourquoi, ça a changé maintenant. Enfin, maintenant, j'ai repris une vie plus classique en termes de travail. Je ne suis plus un hibou. T'as vieilli, hein. T'as mûri. C'est l'âge, Louise. Hein. Ça y est. Non, mais c'est vrai que c'est épouvantable. Moi, il faut que je dorme la nuit. Si je dors pas, je suis irascible et tout. Ça, c'est un vrai truc d'un conseil que je peux donner à qui que ce soit. Moi, quand je vois tout en noir, c'est que je sais que je suis fatiguée de ouf, en fait. C'est que j'ai besoin de dormir. Et en fait, une fois que j'ai dormi, alors je dis pas que ça résout tous les problèmes de la Terre, il faudra quand même que tu appelles les gens que t'as pas envie d'appeler et que tu répondes aux mails que t'as pas envie de répondre. L'URSSAF, tu dois répondre à l'URSSAF. Aux impôts, tous ces trucs relous. Mais en fait, ça, tu le feras avec un esprit plus apaisé et la vie t'agressera pas comme elle peut t'agresser parfois quand t'es très fatigué. Alors, je tiens à dire un truc par rapport à la sieste, c'est qu'il y a plein de gens qui disent « Non, mais moi, je sais pas m'endormir vite. » Parce que moi, ce que je disais, c'était, en gros, tu te mets 30 minutes et tu te mets 5 minutes à t'endormir et après, tu dors 25. Et en fait, ça te permet de pas pouvoir tomber dans le sommeil profond. Okay. Et en fait, dès que tu tombes dans le sommeil profond, là, si tu te réveilles... C'est terrible. C'est dead, là, t'es mort. Donc, il faut vraiment... Moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Ouais.
Genre, au bout de 1h10, tu te réveilles. Non, faut pas. Ça y est, tu sais plus quel jour on est, si t'as Horrible. dormi 24 heures ou seulement 1 heure. Et ouais puis, ah, mais c'est terrible. Mais moi, je sais pas, je dois avoir une Non, dette mais de sommeil. Non, mais 1h30, tu fais 2 cycles de ce fait-là. Ah, ok, bon, Donc, ça va alors. C'est nickel. Non, mais j'ai Tout un peu. est réglé comme il faut. Bah, je fais des énormes siestes, c'est vrai, mais il y a une technique sur le truc du sommeil aussi. Si tu veux pas te mettre un réveil, c'est que tu t'endors sur le canapé avec un truc dans la Oui, main. comme Et ça, si c'est tu ton- lâches et qu'il tombe, ça. Ah, je la connais pas, c'est qu'il faut celle-ci. ça te réveille. C'est que Pas tu es en mal. train de tomber dans le sommeil Voilà, profond, en fait, exact. quand tu lâches. Donc, ça permet de. Et c'est surtout de l'entraînement. C'est-à-dire que les gens me disent souvent, non, mais je sais pas faire. Je leur dis, mais en fait, il faut que tu essayes et qu'il faut que tu apprennes. En fait, moi, aujourd'hui, je m'endors en 30 secondes n'importe où. De Quoi. ouf, pareil, je m'entends Ouais. dans l'avion, dans le train, Ouais. dans la voiture, Dans le sur le métro, marteau Très parce que- impressionnée. pareil, Le dans le marteau RER à piqueur. l'ancienne, quand j'étais en Oh, banlieue, wow. vraiment, je me mettais dans le RER et vraiment dodo. Ok. Et c'est affreux de dormir n'importe où aussi. Enfin, genre, il peut t'arriver des trucs si tu t'endors trouves dans les à Rouen, transports tu et sais. tout. Je Mais sais pas ouais, si tu pourquoi. oublies de descendre ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que moi, j'arrive à m'endormir. Ah ouais, Peu importe, moi pas hein. trop. Ok, donc le premier rempart à la panne de créativité, c'est le sommeil. Bah, quoi, c'est le prendre soin de repos. soi, en fait, je pense, finalement, le truc global. Mhm. C'est de pas... c'est faire des pauses pour manger, vraiment. Manger un truc quali et pas manger une barre de merde en 10 minutes. C'est sortir, marcher, prendre l'air. C'est des trucs... J'ai l'impression d'une maman, tu sais, vraiment. Mais en Finalement, soi... c'est un topo de vie saine. Mais bon, vie saine, je sais pas, mais genre juste faire des choses qui font que t'es pas dans un tunnel toute ta journée à être là sur ton canapé ou à ton bureau et à sortir et il fait nuit et t'as rien vu à part taffer parce que putain, si je taffe pas, ma vie c'est de la merde. Et t'as jamais eu de client qui t'avait envoyé un brief, etc. Et je dormais. Si. et tu lui envoies une photo de toi qui dort. Non, non mais Hello, t'as vraiment... ne me réveillez pas. Finalement, je vais pas le faire. Non, mais où finalement, tu te retrouves devant le brief, ça y est, et en fait, il n'y a pas d'inspi, quoi. Non, je crois pas. Ça, Franchement, je crois. Oh, si, ça a peut-être déjà dû m'arriver, mais parce que Rien de pareil, notable. je m'en fais pas une montagne en fait. Et comme toi, si ça vient pas tout de suite, et je fais la sieste, ou je sors, ou je me remettrai demain dessus. Et en fait, souvent, il faut laisser le truc décanter, le regarder d'un regard neuf. Et en fait, je crois qu'aussi, surtout dans les métiers de l'image, en tout cas, c'est important d'avoir un catalogue créatif et une mémoire créative tout le temps nourrie. Ça veut dire qu'il faut consommer énormément de choses tout le temps. Et c'est comme ça que tu pannes, et que tu pallies aux pannes d'inspi. C'est que t'es continuellement nourri. Mais beaucoup de gens, par exemple, sont en mode TikTok, c'est des conneries, tu scrolles des trucs pendant des heures. La télé-réalité, pareil. En vrai, moi, j'en fais vraiment je suis défenseuse de regarder des conneries et des trucs bêtes. Parce que, soit ça te vide la tête, soit ça te fait penser à des vannes ou à des trucs que tu pourras ressortir après. Derrière, tu fais des liens, quoi. Dans des illus, des trucs comme ça. Et même TikTok, moi, ça m'a fait connaître plein de gens. Ça m'a fait du monde créatif, en tout cas, en inspi. Et ça continue de nourrir un esprit créatif et fun aussi, quoi, et pas toujours être dans ce truc de la vie pro qui peut te happer si tu prends pas soin de toi, quoi. Ok. Je pense. J'aime bien. Tu peux marcher aussi. Ouais. Ça vide la tête. Ouais. Tu mets Parce de la que tu musique. Aussi. Ouais. Et le calme aussi, moi, je trouve que ça change. Moi, je suis en permanence stimulée, j'écoute tout le temps de la musique, je regarde tout le temps des vidéos, des podcasts, des machins. Ouais. Il y a des moments où j'en peux plus, en fait. Genre, Le silence. Ouais. J'adore. Vas-y, Fab. Ah, c'est à moi. Allez. C'est moi l'arc-en-ciel alors. Exactement. Rainbow. Wesh. Quel est le modèle économique de votre activité créative? Ouais. Ça, c'est Ça intéressant. va hein. La moula. Les simflouses. Les simfles. Est-ce que vous avez connu Prizzi? Ah bah oui. Les Bubs. Les Bubs. Waouh. La danse. J'adore le lapin. Quel tout est... doux. Oh ouais. Il y a un mec sur YouTube qui a sorti Oui, une vidéo. Sylvain. Tu l'as vu? Trop bien. Il fait des trop bonnes vidéos. Exceptionnel. On fait la pub, mec hyper quali. Tu connais? J'ai pas Sylvain. compris de quoi vous parliez. Prizzi, tu connais pas? Ouais, alors je connais ok. Prizzi. Un peu Il y a un un- ramasse. Alors non. Oh waouh. Ça part en planète rap. C'est maintenant. Ok, alors. C'est juste On peut correct. mettre le bruit là-dessus, le klaxon. On verra au montage. Ouais, j'adore. Excellent. J'adore le montage. Mais non, ouais. Mais c'est de quoi vous parlez alors? C'est D'un quoi youtubeur qui s'appelle Sylvain, mais à la place du A, c'est un Q. Oui. Tu ok, vois j'ai- qui oui. c'est. Et ben il a fait une vidéo sur Prizzi où il a expliqué tout le modèle éco du truc à la C'était base. incroyable. Que c'était en fait, français en fait, d'ailleurs. c'est parti Beaucoup de gens beaucoup savent plus que c'était loin. français. Que ce que je savais. Oui, moi, de même, ouais. Il y a eu des restaurants Prizzi.
Il y a eu un... Non, mais j'étais là, genre, Le pourquoi je ne Buffalo suis jamais Grill. allée? Mais En même temps, c'était horrible. moi, j'avais un peu un guilty pleasure à aller sur Pretty. J'avais l'impression de faire un truc un peu illégal, gagner de l'argent, des bubs. Donc, quels sont vos modèles économiques pour gagner vos bubs? Quel est ton modèle express? Pour gagner les Simflows. Motherlode, allez. Ce serait chouette. Je sais pas qu'est-ce qu'on entend par modèle économique. Oula. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Ah, ok. De deux façons, ma foi. Ma foi. C'est un tic de langage que j'ai. C'est affreux. Bref, mieux vaut ça que dire autre chose. C'est vrai. Soit. Je gagne de l'argent avec ce que ma déclaration d'URSSAF qualifie comme la vente de services. C'est-à-dire que je fais des illustrations soit pour des livres, soit je fais des livres du début jusqu'à la fin, pour la pub, pour les médias sociaux, pour plein de marques différentes. Enfin, j'ai aucun client type. D'accord. J'ai aucun canal type de service, on va dire. Et l'autre partie, j'ai une boutique en ligne. C'est 15% de mon chiffre d'affaires et du reste, c'est de des illus. Mais effectivement, je gagne bien ma vie et ça, j'ai aucun mal à le dire. Mais parce que j'estime aussi que je bosse tu vois. Ouais. Et que j'ai aussi appris, justement, ce que tu dis est très vrai, à apprendre que mon travail vaut de l'argent et qu'aujourd'hui, encore plus que mon travail d'illustration organique, l'image que j'ai sur Instagram et mes abonnés, ont de la valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je refuse, tu vois, de bosser pour des petits montants quand je sais que je vais vendre mon audience à ces marques. J'estime que ces gens, méritent, moi, mon respect et mon éthique, la façon d'appliquer mon éthique avec les gens avec qui je bosse, tu vois. T'as combien de followers? 80 000. Ok. Donc, c'est beaucoup de gens. C'est pas mal de gens. Ouais, c'est un stade de France. Ouais, c'est un stade de France, quand même. C'est pas mal. J'ai été au stade de France l'autre jour, ça fait peur, hein. Bah ouais. T'imagines, t'es tout seul au milieu. Ouais. Coucou. Alors, je vais vous envoyer des chaîne. TikTok de chiens. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, on a tendance à pas penser que tout se monétise un peu comme ça aussi. Oui. Et à raison, en fait. Parce que moi, je vais pas promouvoir une marque juste parce que je suis bien sympa et que je leur fais de la pub gratos. Teresa, et non. Et ça, c'est vrai que les gens, quand on parle de thunes, et les jeunes filles aussi, ont du mal à deviser. Et en fait, aujourd'hui, il faut apprendre à se faire respecter. Pas toujours à dire non, parce que on peut pas toujours dire non. Mais c'est un beau pep talk, je trouve, de fixer ses prix. Ouais, quand tu commences, mais c'est trop important. Et moi, mon père est RH, tu vois, donc il m'a beaucoup appris à défendre mon travail et il m'a beaucoup montré aussi que les jeunes femmes, dans son entreprise et tout, n'osent jamais négocier. Et il y avait un exemple d'une nana et d'un mec, même école, même gradation d'études. Elle avait un salaire, lui, il a demandé plus. Il a eu plus. Oui. Et c'était il y a 2 ans, hein. C'était pas il y a 10 ans. Et moi, mon père met pas du tout dans ce secteur-là, donc c'est très délicat de donner des conseils quand t'évolues pas dans la sphère créative. Et moi, il m'a toujours dit, si toi t'estimes que c'est pas ce que tu vaux, et que tu peux trouver mieux, ça c'est un peu cette audace aussi de se dire, non, attends, je trouvais mieux que ça, je vaux mieux que ça. Faut oser, en fait. Faut se jeter à l'eau, quoi. Toujours, En fait, faut jouer le jeu, finalement. Parce que si tu joues pas le jeu de l'argent, si t'en demandes pas, en fait, il y a aucun moment, ça peut te tomber dessus, quoi. Ah oui, non, c'est ça. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que pour moi, on projette toujours plein de trucs sur l'argent. C'est vraiment un truc que j'ai découvert dans mon podcast, là. C'est assez ouf. Je ne pensais pas que les gens projetaient autant de trucs sur l'argent. Et tu vois, tout à l'heure, tu dis... si tu estimes que c'est pas assez par rapport à ce que tu vaux, tu vois, déjà on est en train de projeter ce qu'on vaut nous en tant qu'humains bien sûr, sur une valeur financière qui à la base, et l'argent à la base il était juste créé pour échanger un service, des biens, quoi, tu vois. Donc déjà rien que ça c'est hyper important de aussi switcher, parce que, et c'est aussi l'un des trucs qui fait que j'imagine souvent les jeunes femmes se payent moins bien, c'est qu'elles ont une estime d'elles-mêmes qui est un peu bien sûr, un peu en deçà, évidemment. Quoi, tu vois. Voilà. C'est super difficile. Et encore, dans les métiers de l'illustration, on a cette chance d'être beaucoup de nanas et de bosser beaucoup avec des femmes. Et du coup, il y a souvent cet échange femme-femme
qui fait que, parfois à tort, hein, parce que c'est pas parce qu'on est deux femmes qu'on a une relation, une connivence immédiate, tu vois, mais il y a quand même ce truc de te dire que elle va pas t'écraser en première instance comme peut le faire un mec parfois, tu vois. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas, hein. Il faut pas du tout avoir une généralité. Moi, aujourd'hui, que j'ai en face de moi un homme ou une femme, je m'en fiche. Enfin, genre, j'assume. Et en fait, là, c'est très marrant parce que je bosse depuis tout récemment avec une fille qui s'appelle Maddy, qui nous écoutera sans doute, et qui est mon agent sur la partie influence maintenant. Et on a beaucoup discuté d'argent ensemble, et elle m'a accompagnée sur un boulot cet été, où quand elle est intervenue en disant moi, genre, je suis l'agent de Louise dans ce truc-là, elle veut cette somme d'argent et pas moins. Okay. Les gens, ils ont dit, ouais, fine, en gros. Enfin, c'est le fait d'arriver avec une confiance et un aplomb, en fait, initial, tu vois, qui fait que les gens vont être en mode, ouais, putain, elle négociera pas en dessous, ça bougera pas. Et un interlocuteur en plus, au final. En plus. Qui a vraiment la casquette du commercial. En mode, moi, je suis là pour ça. Ça donc, amène on va parler de ça. Parce que souvent, dans l'illustration, les gens sont un peu en mode, c'est des mimis, elles sont choupelles, elles font leur petit gribouillage dans leur coin et elles veulent pas gagner d'argent. Mais c'est faux. Moi, j'aimerais bien qu'on déconstruise ce truc-là aussi. Que quand on se lance dans des métiers créatifs, on n'est pas troubadour avec le chapeau devant Notre-Dame, tu vois. Enfin, non, mais c'est pénible un moment de perpétrer ce truc de il faut pas trop gagner d'argent et c'est pas, il faut pas trop en demander parce qu'on fait des dessins et nanana. En fait, ça vaut autant de faire un dessin que réparer un chauffe-eau, tu vois. C'est autant de temps de travail et c'est parfois autant de prise de tête. C'est une compétence et ça se paye, exactement. Et toi, du coup, Fabrice, c'est quoi ton mon modèle économique? Mon modèle éco, c'est la pub aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les sponsors que je place sur mes podcasts. Et c'est à peu près tout. C'est-à-dire que c'est globalement à peu près 100% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est beaucoup... Là, ça, c'est très mystérieux, tu vois, je trouve, dans le podcast, comment on... Bonsoir. L'ASMR, vraiment, ouvre ta chaîne. Moi, je m'abonne. J'adore l'ASMR. Mais c'est vrai que tu vois, sur le podcast, c'est toujours un peu mystérieux, ou les métiers, de création de contenu comme ça, médias, c'est toujours super mystérieux comment et alors, gagner des sous-sous, quoi. Comment fais-tu? Comment je fais? Déjà, j'ai une régie. Donc, je suis hébergé chez un hébergeur qui s'appelle Acast. Et en fait, Acast, pour moi, sont excellents parce qu'ils ont une régie derrière. Donc après, il faut faire un minimum d'audience, tu vois, pour qu'ils commencent à pouvoir te vendre, etc. Parce que c'est même pas s'intéresser, c'est que globalement, après, c'est très dur pour eux de vendre un podcast qui n'a pas d'audience, quoi. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière chez eux. Sûr, et donc, j'ai à la fois cette possibilité-là, donc eux me ramènent des OP et en fait, je peux aussi les vendre moi de mon côté. Donc, j'ai des appels entrants, j'ai des gens qui me disent tiens, en fait, j'aimerais bien, j'écoute Histoire de Daron ou ton podcast et j'aimerais bien avoir une OP dessus. Donc voilà, il y a plusieurs produits, entre guillemets, que je file. Il y a de la pub un peu classique, il y a de la pub où je fais parler dedans et je vais écrire un script, etc. Puis il y a carrément des épisodes qui sont sponsorisés où je me dis, c'est un épisode que je mettrais bien dans mon flux, donc dans mon flux de podcast. C'est cool s'il arrive, et moi de mon côté, ça me permet vraiment de pouvoir gagner de l'argent et continuer à le faire et à l'offrir gratuitement. Quoi. Donc c'est un gros, ça c'est une grosse partie. Le truc, c'est que c'est très volatile en fait. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à faire, là par exemple en fin d'année, un chouette chiffre d'affaires, et en fait je sais qu'en janvier, février, mars, il va pas y avoir trop d'OP parce que historiquement c'est un peu c'est fluctuant. Oui, il se passe rien, même j'ai remarqué moi aussi en janvier, c'est vraiment c'est vraiment un pic. Donc tu as la pub et c'est tout. Quasiment tout en fait, tu vois, vraiment j'ai pas. Et t'en vis? Alors, est-ce que oui, je paye mes factures avec. Ok, nice. C'est ça, tu as un toit sur la tête J'ai un toit sur la tête. Non, mais tu vois, c'est pareil, c'est ce genre de... Je fais attention maintenant à ne plus dire je vis de mes podcasts. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que si demain j'ai plus mes podcasts, tu peux plus je ne vivrai plus, je serai mort. Tu vois, stay alive. Non, mais tu sais, il y a c'est plein de trucs comme ça qui finissent par créer des peurs et des trucs. Comme chef d'entreprise, tu vois, moi c'est exactement pareil. C'est la sémantique du truc qui, moi, me bloque. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, moi, le chiffre d'affaires que j'ai fait l'année passée tourne entre 100 et 110 000 euros. Avant de mes podcasts, en fait. Enfin, avant de la publicité sur mes podcasts. Et c'est un peu une prise de tête que j'ai sur 2023, c'est de me dire comment je fais pour faire en sorte de diversifier et de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, parce que
c'est à la fois un truc que j'aime beaucoup et que je veux continuer à faire. C'est-à-dire, c'est une chance folle, en fait, parce que la plupart des producteurs de podcasts aujourd'hui, certes, ils produisent leur propre podcast, mais pour pouvoir financer, ils vont produire d'autres podcasts à côté pour des marques, etc. Moi, c'est pas un truc que je veux faire. Je peux le faire, mais ça m'intéresse pas trop. Donc, je préfère me dire, ok, je concentre toutes mes forces sur les podcasts que je produis parce que ils m'appartiennent et c'est à moi. Et puis, je peux y mettre ma créativité, je peux mettre ce que je veux. Mais j'ai besoin aussi d'aller chercher d'autres sources de revenus. Et justement, c'est marrant parce que j'en parlais à un coach que je vois de temps en temps et je lui disais, mais comment tu fais par rapport à l'argent, parce que moi je sens que j'ai un blocage, mais qui vient de loin. C'était vachement plus simple pour moi de vendre Mademoiselle que de me vendre moi, par exemple. Tu vois. Et lui il me disait, mais en fait, pour moi, tout repose sur la créativité. C'est-à-dire que tu es créatif, et en fait, moi de mon côté, quand je suis créatif, il y a de l'argent qui rentre automatiquement. Il y a un peu un truc qui ruisselle, quoi, si j'ai envie de dire. Donc j'essaie de me dire, mais en plus, je suis convaincu que c'est la bonne façon de voir les choses, quoi. Tu vois, tu mets de la créativité, tu mets de la joie et tu mets du plaisir dans ton boulot. Quand tu es créatif, en tout cas, quand tu as des métiers comme ça de création de contenu, il y a un moment donné où ça va se transformer en argent plutôt que de faire des projets pour aller chercher de l'argent. Ok, c'est très intéressant. Tu vois, moi, ça me parle beaucoup parce que moi, mon business model, c'est vraiment le coaching et la formation. Et pour le coup, j'ai jamais fait de pub sur le podcast ou quoi que ce soit. Et je me questionne, tu vois. Je me dis comment faire évoluer ça parce que finalement, j'ai quand même 2 activités qui me prennent, je pense, 50-50. Donc pourquoi j'ai que un pan de mon activité qui me rémunère, tu vois. Et c'est hyper intéressant. Mais du coup, toi... Et tu vois, ça après, c'est une vie de producteur. C'est-à-dire que pour moi, comme dans les producteurs de cinéma, tu vois, ils vont produire des blockbusters pour pouvoir après produire des films indépendants qui marchent moins. Il y a des films sur lesquels tu vas gagner de l'argent pour perdre de l'argent sur d'autres. Il y a des podcasts sur lesquels je ne vais pas gagner d'argent, mais je suis très heureux de les avoir faits. Quoi, tu vois, tu fais une saison de la valeur. Un équilibre, souvent. C'est génial. Exactement. Mais moi, c'est pareil. Il y a des choses où je sais que je vais gagner beaucoup d'argent parce que ça va être plus sur la création de contenu, justement. Parce que les marques, elles ont plus de facilité c'est de la pub, in a way, aussi. Tu vois, quand il y a des marques qui te font faire des réels pour mettre en avant un produit ou une idée de la marque. Moi, c'est rarement vraiment le produit qui est mis en avant. C'est vraiment pas du téléachat, quoi. C'est plus, l'histoire de la marque, un truc comme ça. Ça, c'est des choses que tu sais qui vont ramener de l'argent parce qu'il y a une audience derrière, parce que bidule. Et à côté de ça, ça permet d'accepter des projets genre d'édition, par exemple, qui sont moins payés. L'édition jeunesse ou ces trucs-là, ça paye moins que bosser avec des grosses maisons d'édition. Mais c'est exactement pareil, en fait. Enfin, il faut choisir ce que tu fais et accepter qu'il y a des trucs qui payent plus que d'autres. Et souvent, les trucs qui payent le plus, c'est les trucs où il n'y a pas l'éthique profonde de ton image qui est dedans, en fait. Je t'ai coupé tout à l'heure parce que tu allais dire un truc. Non, j'allais te demander. Toi, tu es quand même sur plusieurs plateformes. Donc, tu as le podcast qui semble être ce qui te rémunère de manière principale, quoi. Mais tu es sur Twitch, tu es sur YouTube, où là aussi, il y a des manières de se faire rémunérer. Est-ce que tu... Tu es Samuel Etienne. Je suis Samuel Etienne. J'adore Samuel. Est-ce que tu profites finalement de ce qui est... Tu profites du système Profites-tu du système, Fabrice? Oui. Je suis dans le capitalisme. Tu es Bernard Arnault, toi aussi. Je suis Bernard Arnault. Tout le monde part en jet après cette table ronde. Je pars en jet en hélico. Non, mais je veux dire, il y a des systèmes de monétisation qui sont mis en place sur ces plateformes-là. Donc, est-ce que tu en profites de ces systèmes de monétisation? Si tu veux profiter du système de monétisation de YouTube, d'AdSense et tout, en fait, il faut faire beaucoup de vues. Et moi, je fais pas assez de vues. Il faut surtout pas mettre plein de pubs dedans pour que ça rapporte. Toutes les 2 minutes environ. Et en fait, YouTube, il te propose ça par défaut. C'est insupportable. Et donc, il faut repasser derrière pour dire non. Moi, déjà, j'en mets une toutes les 10 minutes. Tu vois, ce que je trouve déjà bien sur YouTube, en tout cas. Mais tu as des créateurs qui font pas gaffe et qui laissent juste une pub toutes les 2 minutes. Si bien que tu finis par installer l'adblocker. C'est bien que tu finis par... Enfin, c'est débile. Mais tu vois, sur YouTube, non. Par exemple, non seulement je produis pas assez. Là, tu vois, j'ai pas produit depuis cet été parce que ça vient pas et je suis là, bon,
peut-être même plus que cet été. Donc c'est pas grave, ça vient pas et c'est tant pis. Là j'ai une idée qui vient de se pointer, je sens que je vais l'écrire et que je vais la produire en 2 jours et ça va être trop bien. Mais c'est pas, ça permet pas de rémunérer. Pour moi aujourd'hui, j'utilise plutôt YouTube. Je publie mes podcasts sur YouTube. Et ça permet plutôt de faire connaître le podcast. C'est-à-dire que les gens rentrent dedans ou découvrent par mes invités ou par, je sais pas, des mots-clés. Enfin, YouTube est un gros moteur de recherche. Ouais, vraiment. Hein. Pour plein de sujets auxquels on ne penserait pas du tout. Hein. Trop bien. Ok, cool. On s'avance sur les cartes. Vas-y, Louise. Encore une étoile. Which one? L'étoile filante. Allez. Alors, avez-vous un processus créatif défini? Bon, écoute, non. Je crois pas. Non, à part ce truc que je disais tout à l'heure de se nourrir perpétuellement. Ça, c'est sûr que ça fait partie d'un processus créatif, mais qui est plus une vision créative globale, quoi, de ce que je peux produire. Mais un processus créatif défini, non, je crois pas. Non, je suis pas un protocole de création qui me rassurerait, par exemple. Non, je crois pas. Et toi? Pareil. Tout ce que je fais, c'est que j'écris le matin. Ça, pour moi, déjà, c'est cool. Je fais en sorte d'écrire 3 pages. Là, ces fameuses 3 pages du matin, là, c'est un vrai truc. Mais bon, en fait, c'est très drôle parce que quand je le fais pas, je sens vraiment que ça me manque. Je peux parfois mettre de côté mon carnet pendant plusieurs jours, tu vois, et parce que j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres choses à faire. Et quand je le fais pas, je sens vraiment que j'ai besoin de nettoyer. Je sens vraiment que ça me nettoie. Mais t'écris sur peu importe, c'est comme du journaling. C'est genre vraiment. Donc c'est cette autrice qui s'appelle Julia Cameron qui a écrit ce bouquin génial dont j'ai Libérez votre créativité. Libérez votre créativité, le pire titre de tous les temps en VF. Mais pas ouf. Mais le livre est bien, apparemment. J'ai jamais lu, mais vraiment. Et c'est un programme en 12 semaines où elle t'invite à libérer ta créativité. Et donc le premier exercice, c'est de dire tous les jours, je veux que tu écrives 3 pages. Et en fait, elle te dit, mais c'est 3 pages. C'est 3 pages et c'est pas une de plus, pas une de moins, c'est 3 pages. Et si tu sais pas quoi écrire, écris. Je sais pas quoi écrire. Blablabla. Voilà, exactement. Puis je suis allé chez le boulanger et tout. Et en fait, et c'est vrai qu'en plus, il y a vraiment des jours où je suis à sec. Et tu finis par débloquer le truc et il y a d'autres choses qui viennent. Et je me suis retrouvé à écrire des trucs que j'avais jamais pensé. Ok. Trop bien. T'as été chercher ça. Loin, quoi. Une petite thérapie. Et qui sont une autothérapie. C'est ça, en fait, vraiment. Donc, c'est le truc que je fais. Après, l'autre, effectivement, je regarde beaucoup de séries, je regarde beaucoup de trucs. Parce que ça, vraiment, non seulement ça me fait du bien, mais ça me nourrit de ce qui se passe dans la société. C'est ta veille. Exactement. Et puis, mes invités aussi me nourrissent beaucoup, l'air de rien. C'est qu'ils me permettent à chaque fois de devenir un peu meilleur intervieweur, quoi. Donc, voilà. J'ai la sensation qu'il y a des gens qui sont bien qui arrivent à créer quand ils ont un certain environnement ou quand ils ont certaines interactions, etc. Et je me dis... Non? Ah ouais, non. Non, mais il y en a, bien sûr, mais moi, je réfléchis et genre, vraiment, je vis dans un chaos permanent, en fait. Genre, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de, genre, de rituel en me réveillant. Jamais. J'ai aucune journée qui est pareille, en fait. Pas morning routine. Oh là là, alors là, non, pas de morning routine, pas de morning glory, c'est quoi, déjà Non, morning glory, c'est un truc sur le quotidien. Je sais pas. Là, je sais pas. Le truc où tu te réveilles à 5h, là... Miracle Morning. Non, mais alors un cauchemar, la sieste, elle dure l'après-midi. Après, s'élever à 5h, c'est fini, quoi. Mais non. Ceci dit, là, j'ai des travaux dans ma rue. Les marteaux-piqueurs est très peu compatible avec l'activité de podcast. Alors déjà, la vie, mais globalement, après, tu peux mettre un casque. Tu vois, mais non, plutôt avec l'activité de podcasteur, quoi. Je peux plus enregistrer chez moi. Alors parce que donc je suis allé dans des bureaux où il n'y a pas de... C'est le premier truc que j'ai trouvé, parce que c'était vraiment à l'arrache. Et il n'y a pas de fenêtre. C'est en sous-sol, il n'y a pas de fenêtre. Ça marche? Non, j'ai envie de crever. Ah oui. J'ai vraiment envie de crever. La claustrophobe. C'est un basement. En plus, même pas parce que les bureaux sont super jolis et tout, mais juste, il n'y a pas de lumière du jour. Et là, je me suis dit, OK, la lumière du jour, c'est important quand même. Ah oui, là, je ne savais pas. Ouais, moi, c'est peut-être juste ça, la routine, c'est ouvrir les rideaux pour revoir de la lumière. Finalement, vivre.
une sorte de tournesol. Non, mais c'est vrai que... Non, mais en vrai, la lumière, par contre, c'est vraiment... moi, ça, c'est sûr que ça joue énormément sur mon moral. Hein. Ouais, j'ai un appart hyper bien éclairé, moi. Voilà, mon appart est cool. Voilà. Je veux pas faire un room tour. Ouais, un apartment tour. Coucou. Bah, en fait, vous pouvez aller voir mes vidéos. Souvent, il y a mon appartement en fond. Trop bien. Ok, trop bien. Je te laisse la dernière carte. Ah bon? Allez. Ok. Let's go. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que créer vous apporte au quotidien? Voilà. À vous. Une vie de joie et d'amour. Voilà. Okay. Et je crois que c'est un truc avec lequel je suis en train de prendre conscience que en tant que mec, dans cette société patriarcale, n'est-ce pas, on nous coupe beaucoup de nos émotions. On nous apprend à juste les ressentir le moins possible, parce qu'en fait, tu as besoin d'être fort, d'être un bonhomme, etc. Donc là, aujourd'hui, j'ai 45 ans. J'ai passé l'âge de toutes ces conneries-là, et surtout, je me suis rendu compte, là, et notamment cette dernière année, que j'avais la sensation d'avoir déconstruit plein de choses, d'avoir accédé à ma sensibilité, d'avoir... Enfin voilà, j'ai monté Mademoiselle, j'ai bossé dans une boîte où il y avait énormément de femmes qui m'ont aussi apporté énormément de choses. Mais en fait, le patriarcat, il est bien, bien, bien ancré. Et cette dernière année, je crois que ça a vraiment été violent pour moi de me rendre compte à quel point je me leurrais sur, globalement, la douceur à laquelle j'accédais, parce qu'en fait, pas du tout, tu zéro, vois. Quoi. Pas zéro, mais pas... En fait, aujourd'hui, je me dis, OK, c'était zéro, mais en fait, c'est parce que j'ai passé un cap et j'espère que je vais encore en passer d'autres, tu vois. C'est-à-dire, quand je vais regarder peut-être un an en arrière aujourd'hui, je me dirais, putain, t'as encore vachement progressé dans cette douceur et dans cette capacité à aller chercher, tu vois, à t'ouvrir à ces émotions hyper positives et qui font du bien et qui finalement te nourrissent ta vie, quoi, tu vois. Et c'est un vrai truc, en fait, qui me chamboule pas mal quand j'y pense. C'est à quel point je suis passé à côté de ma vie en passant à côté de cette joie, de cet amour et de cette douceur dans mon rapport aux autres. Tu penses vraiment que tu te sens vraiment que tu as été coupé en étant plus jeune? Ouais, non, mais c'est vachement intéressant. Je suis un petit garçon qui était vraiment sensible et qui pleurait beaucoup, etc. Et en fait, ma daronne, elle me disait, mais pleure pas. Et en fait, je me faisais bolos à l'école et ma mère, elle me disait, mais défends-toi. Et moi, je disais, j'ai pas envie de me défendre. En fait, j'ai juste envie d'être tranquille. Et et en fait, petit à petit, tu mets des verrous, tu vois. Tu mets des verrous, tu fermes bien comme il faut, tu cadenasses. Je mets dans le moule. Et il faut surtout rester dans le moule. Alors, même si j'ai jamais été, tu vois, un mascu ou à faire... j'ai pu jouer ce rôle-là. Un mâle alpha sur TikTok. C'est en fait, tous ces mecs-là, j'ai envie de leur faire des câlins et de leur dire... Mais oui, ça va aller. Si tu savais à quel point t'es juste en train de te ruiner l'existence, en fait, parce que t'es juste en train de faire un masque. Où il y a ce fameux docu là qui s'appelle The Mask You Live In. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je connais pas. C'était sur Netflix à un moment donné. Je crois qu'ils l'ont enlevé, mais à mon avis, ils l'ont remis sur YouTube je sais pas comment on dit. Gratuit. Il est là, quoi. C'est gratuit. Je vous invite vraiment, tous les mecs qui nous regardent, à regarder parce que c'est hyper intéressant de voir à quel point, en fait, en tant que mec, et les femmes aussi font exactement la même chose, mais c'est globalement le patriarcat nous incite à mettre un masque. Donc vous, c'est les femmes, en fait, il faut que vous soyez gentilles et mignonnes et vous preniez soin des autres et douces, effectivement. Et nous, en tant que mecs, il faut qu'on soit des bonhommes, alors qu'en fait, on a tous à la fois du masculin en nous et une forme, et aussi, tu vois, de la colère et des trucs qui vont vers l'action chez les meufs et tout, et chez les mecs, aussi beaucoup de douceur. Mais c'est dur d'y accéder, quoi. Donc ça m'a appris ça, tu vois, vraiment. Génial. Est-ce que toi, tes podcasts, c'est pas une forme de thérapie? Je me dis, tu traites tellement de sujets de la vie, l'argent, les darons, la paternité. Exactement. Je me dis, on a tous les piliers. Donc, Alors, il y a la paternité, c'est la galère. Okay. C'est pas la galère, mais c'est vraiment hyper compliqué. Je crois que je me démerde pas trop mal, mais c'est très très compliqué. J'ai 2 ados aujourd'hui qui ont 16 et 14 ans, 2 filles. Avec ma 14 ans,
ils m'ont bien fait chier cette année. Mais en même temps, c'est trop cool parce que ça fait partie aussi du chemin. Mais c'est dur, c'est vraiment très, très dur. Donc, la maternité, la masculinité, je viens d'en parler pendant 5 minutes. L'argent, voilà. T'es en plein dedans. Ouais, mais c'est aussi super dur. Je viens d'une famille, tu vois, où mon père, toute sa vie, il était donc grand-père mineur dans le Nord, communiste encarté, mon père de gauche à fond, comptable, tu vois, qui a grandi petit à petit et qui m'a dit toute sa vie, les patrons, c'est des salauds, ils gagnent plein d'argent et ils en foutent pas une, tu vois. Et moi, je me dis, putain, j'ai quand même monté cette boîte. Comment t'en es arrivé là? C'est un miracle. Ouais, c'est marrant le rapport à l'argent. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, je repense à ce truc du chiffre d'affaires de tout à l'heure et en fait, je sais pourquoi. Non, mais c'est important. Mais c'est important que moi, je viens d'une famille aisée du côté de mon père, du côté de ma maman. Ok, tu vois, vraiment très chill. Moi, j'ai grandi avec des gens de plein de milieux différents et tout. Et par rapport à l'argent, moi, c'est plutôt, je donne pas mon chiffre d'affaires ou ces trucs-là, c'est plus sous forme de superstition, tu vois. Que je veux pas que les gens sachent combien je gagne exactement parce que je suis assez dans ce truc de superstition, de ce que tu dis. Mais je te rejoins plutôt pas mal là-dessus. Genre, j'ai pas de problème à dire que je gagne bien ma vie et tout ça et que je mène une vie douce et j'en profite, tu vois. Et riche. Et de riche. plein de choses. Ouais. Mais bien sûr, riche d'argent et riche d'autres choses, et surtout d'autres choses, tu vois. Mais parce que l'argent me permet aussi d'accéder à une pluralité de loisirs et de choses diverses, tu vois. Mais c'est vraiment par rapport à ça, c'est que j'ai tellement vu des gens mal parler justement des gens qui gagnaient de l'argent. J'ai tellement entendu, je suis sortie avec des mecs qui m'ont quand même dit genre... ouais, les gens comme ton daron, moi, si je les croise, genre... Enfin, vraiment, genre... oh, waouh, l'agression, parce quoi, que, carrément. genre, c'était une personne qui travaillait et qui gagnait de l'argent, mais, enfin, mon père a jamais braqué qui que ce soit. Enfin, tu vois, il a un travail, il gagne des sous. Enfin, genre, fine, quoi. Et vraiment... Le système du travail, finalement. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là de... Même au milieu de tes amis et tout, quand tu commences à gagner des salaires, des choses comme ça, quand il y en a qui en gagnent plus que d'autres, ça crée toujours des rapports de force qui sont un peu merdiques, qui entachent souvent aussi les rapports. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas de problème à dire que je gagne des sous, mais je veux pas que les gens sachent exactement combien, parce que je veux pas qu'on me porte l'œil et je veux pas que les gens soient en mode si ils gagnent de la thune, c'est pas bien, ça fait perdre de la valeur et de la spontanéité. Mais parce que si... T'écouteras mon podcast. Je crois vraiment que ça pourrait t'aider. Ben oui, mais avec joie. Parce que c'est exact. En fait, pour moi, le problème, c'est que tout ce que tu racontes, c'est vrai. Hein, tu vois, t'as vraiment raison. Le problème, c'est que c'est un tabou. Et en fait, on n'en parle pas. Et c'est que sous-jacent. Et c'est que... C'est tacite, c'est de la merde. Mais vraiment. Tout pourri. Donc, c'est un rapport de merde à la La seule façon, c'est d'en parler et c'est de prendre conscience aussi qu'on passe notre temps à projeter des trucs. Donc là, par exemple, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de projeter ce que les gens vont dire de toi. Potentiellement, d'ailleurs, même pas. Voilà. Mais à côté de ça aussi, tu vois, j'ai bossé avec le Canada et avec des pays qui sont plus à l'aise sur l'argent. Mais c'était pas pour autant plus agréable. Parce que du coup, ça rendait tout monnayable en permanence. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime pas non plus forcément, tu vois. Ce rapport hyper impudique à l'argent. Et pourquoi on devrait être pudique par rapport à l'argent? C'est ça la question, non, tu vois. Oui, c'est vrai que le mot pudique... On bascule sur histoire d'argent. Exactement. Non, mais c'est vrai que le mot pudique, que tu veux dire. Tu as raison. Mais parce que moi, je pense qu'il y a aussi ce truc de... les gens qui parlent de thunes en permanence, par exemple, moi, c'est un truc qui me gonfle aussi. Tu vois, quelqu'un qui te dit j'achète ça, putain, c'est trop cher. Oui, mais ça. Oui, qui show off. Mais parce qu'il y a ce truc de. Tu peux gagner de l'argent sans être show off. Ouais, mais tu peux aussi être méga show off quand tu gagnes de l'argent. Mais tu peux être méga show off quand tu gagnes pas un rond aussi. Exactement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, purement dans le travail, pour avoir été dans les deux sphères, une où on parle très aisément d'argent et l'autre où on en parle beaucoup moins. Bah, j'étais peut-être plus à l'aise dans celle où on en parlait de façon plus apaisée, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que la création t'apporte au quotidien qui n'est pas pécunier? Ah bah, plein de trucs. Déjà, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, je pense. Ça m'a reconstruite de faire ce que je fais. Parce que moi, j'ai commencé à bosser, à faire les illustrations que je faisais à un moment de ma vie où j'avais envie de crever, tout bonnement, quand j'avais 20 ans. Ouais, je pense. 18, 19 ans. C'est tôt pour crever. La trilogie. Ouais, c'était tôt. Bon, je regrette pas d'avoir loupé, tu vois. mais en vrai, c'est vrai parce que ça a été... c'est très basique de dire que l'art, ça a été cathartique et blabla. Mais en vérité, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai.
c'est que ça m'a... J'étais quelqu'un qui avait peu d'amis. J'en ai toujours pas beaucoup, mais plus pour les mêmes raisons. Mais j'étais quelqu'un d'assez seul, j'étais un peu isolée, je savais pas trop quoi faire et tout. Et en fait, Insta, ça m'a permis de parler de ma souffrance d'une façon détournée, jamais frontale, jamais raconter de façon droite ce qui me faisait de la peine, tu vois. Mais c'était vraiment un moyen de dire aussi aux gens qu'ils étaient pas tout seuls et que si moi, je pouvais... synthétiser dans mes illustrations quelque chose qu'ils ressentaient, bah, c'était cool. Et en fait, il y a toute la première partie de mon travail qui était vraiment plus empreinte de tristesse et de nostalgie. Et c'est devenu peu à peu ce que je fais maintenant, qui est à l'inverse, en fait, très déculpabilisant. Et j'aime pas dire positif parce que c'est pas ce que je veux et c'est pas ce que je fais entièrement d'ailleurs. Mais c'est plutôt... humain, tu vois. Genre, pour le coup, on vannait sur les trucs en mode je suis pas féministe, je suis humaniste, machin. Mais je crois que mon travail aujourd'hui, il est juste humain et optimiste. C'est plus ça, en fait. Je suis passée de l'extrême tristesse à l'optimisme en me disant qu'entre les deux, bah, ça méritait pas de mourir, tu vois, tout ce chagrin pour le transformer et en faire autre chose, quoi. Ouais, et puis surtout, quand t'es très triste, ça te permet de vraiment pouvoir kiffer les moments de joie. Ah bah, exactement, ouais, c'est ça, mais complètement. Et je pense que parfois, il faut limite avoir touché vraiment, racler le fond du fond pour vraiment du chalutage de fond de ta tristesse, tu vois, pour que derrière, tu apprécies aussi des choses assez basiques, tu vois, dans les rapports humains et dans la création. C'est vrai que moi... pour autant, tu vois, je rencontre pas beaucoup de gens avec mon travail, puisqu'on est quand même sur des mondes assez digitaux, où j'en rencontre pendant les dédicaces, et ça, c'est vraiment génial, parce que c'est que ma communauté et tout, ou pendant les événements où la communauté est proposée, tu vois. Mais en fait, Instagram, beaucoup de gens ont beau dire que c'est du fake, que c'est des réseaux sociaux et que c'est pas vrai. Bah moi, finalement, toutes les meufs avec qui j'échange tous les jours, et Dieu sait qu'il y en a, et il y en a qui sont là depuis Twitter, vraiment, TMTC. C'est ouf de se dire qu'il y a des gens qui sont là et tu peux échanger avec eux, et moi, ils me nourrissent au quotidien. Et en fait, je crois que c'est ça que ça m'apporte la création. C'est une boucle vertueuse. Génial. De nutrition mentale. Ouais, c'est clair. Magnifique conclusion. Merci Louise. Avec joie. Trop bien. Merci à vous deux d'avoir participé à cette première table ronde plurielle. C'était hyper chouette. On a parlé de plein de sujets. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun ? Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute dans vos créations ? Florent.com. C'est ton Skyblog. C'est mon Skyblog. Là, je t'ai comme, je montre 2 étoiles. Moi, sur Instagram, c'est La Ville et les Nuages avec un seul E et pas EET comme souvent les gens l'écrivent. Un seul E. Et voilà, ça synthétisera au max tout ce qu'on s'est dit à cet endroit. Cool. Merci. À bientôt. Salut. Bientôt.